Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est de la République du Bénin. Le projet a vu le jour dans le secteur du numérique. Son nom, Réseau béninois d'éducation et de recherche, un projet conjointement piloté par le ministère du numérique et celui de l'enseignement supérieur. À suivre également dans ce 13h jubilé d'or de l'Université d'Abomey-Calavi, les principaux acteurs se sont retrouvés pour célébrer l'événement et envisager l'avenir de ce haut lieu du savoir. Et puis, le Comité national olympique et sportif béninois apporte son appui aux athlètes dans la perspective des JO Tokyo 2021. Il vient d'allouer des fonds aux athlètes. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition direction DASA où le réseau parlementaire de lutte contre la corruption section Bénin était un atelier de renforcement des capacités. La rencontre s'inscrit dans la vision des membres de ce creuset de poursuivre des actions de lutte contre le fléau au Bénin. Le réseau parlementaire de lutte contre la corruption section Bénin en atelier à DASA. Un atelier d'imprégnation, de renforcement des capacités sur la lutte contre la corruption en Afrique subsaharienne et d'appropriation des textes fondamentaux de l'APNAC Bénin. Depuis sa création en 2011, l'APNAC Bénin, sous les législatures précédentes, a été l'initiateur de nombreuses activités visant à apporter une dimension parlementaire au débat sur la lutte contre la corruption dans notre pays. En 4 ans seulement, le Bénin réalise ainsi un bond de 15 places en avant en se hissant au top 10 des nations les moins corrompues d'Afrique. Ceci grâce aux différents mécanismes de lutte contre la corruption mis en place par le pouvoir actuel, dont l'instauration de la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Depuis les 3 dernières années, l'indice de perception de la corruption IPC connaît une évolution constante au Bénin. Selon l'ONG, et cela a été rappelé, Transparency International, reclassant en 2019 le pays à la 80e place sur les 180 pays évalués, avec un score de 41 sur 100. Une volonté politique forte et la tolérance zéro que vous avez rappelé sont là. Et je profite de l'occasion pour remercier le gouvernement au regard de nombreuses initiatives prises aux multiples plans juridiques, institutionnels et programmatiques. Le président Louis Vlavonou, attaché au devoir d'exemplarité, a inséré dans l'organigramme administratif de notre institution des structures telles que la cellule de contrôle des marchés publics et la personne responsable des marchés publics. Les députés de la 8e législature, conscients eux aussi de ce devoir d'exemplarité, s'illustrent aujourd'hui comme des élus à qui même l'opposition reproche tout, sauf la corruption et le détournement des deniers publics. C'est un exploit inédit dans la vie parlementaire béninoise, où l'on se vantait jadis publiquement d'avoir été corrompu. L'histoire le retiendra. Les assises de DASA permettront entre autres d'élaborer le plan de travail annuel 2021 du réseau et de procéder à sa restructuration.
La tournée d'inspection du président de la Cour suprême et sa délégation se poursuit pour le compte du département de l'Atlantique. Les juridictions de fonds et les maisons d'arrêt situées dans les communes d'Abomey-Calavi et Toribosito ont été visitées. Plusieurs séances de travail ont eu lieu avec les acteurs de la chaîne pénale, Bruno Soilier et Benjamin Denayon. Journée marathon pour Ousmane Batoko et sa délégation à Alada et à Tofo. Le président et les auditeurs de la Cour suprême sillonnent les juridictions du fond de ces deux communes du département de l'Atlantique. Visites de travail et inspections sont au programme, comme ici au commissariat de police des deux villes et au tribunal de première instance de deuxième classe d'Alada. C'est vous et nous qui sommes chargés de faire en sorte que le droit règne. Et que tout le monde s'y soumette, même nous aussi, juges, vous, OPJ, en tant qu'individus, nous nous soumettons tous. Donc je voudrais attirer, une fois encore, votre responsabilité dans la réussite du procès pénal. Vous êtes en amont de ce procès pénal, vous devez en prendre conscience et faire en sorte que vous soyez des éclaireurs du juge pénal, que vous soyez des éclaireurs du procureur de la République, et non les gens qui les amènent à faire fausse route. La tournée d'inspection des juridictions du fond et la visite des lieux de détention et de garde à vue visent à amener les acteurs de la chaîne pénale à être constamment à jour dans l'exercice de leurs fonctions, surtout vis-à-vis des justiciables. Nous allons nous assurer que les textes en matière de respect des droits des justiciables, que ces textes sont bien suivis et bien appliqués. Lors de cette visite du président de la Cour suprême, les officiers de police judiciaire à Alada ont bénéficié d'une remise à niveau sur l'enquête judiciaire, un exercice régulier dans leurs fonctions et pour lequel le Code de procédure pénale a réservé 47 articles. C'est une partie du procès verbal que vous intitulez mention. Ce qui permet, lorsque la justice est saisie, d'approfondir l'enquête. On peut encore vous donner des réquisitions au fait d'approfondir l'enquête. Mais lorsque vous faites votre religion de façon péremptoire, alors que les faits n'ont pas été élucidés comme cela se doit, vous mettez la justice pénale en difficulté. Après Alada et Tofo, d'autres communes du département de l'Atlantique attendent de recevoir la visite d'inspection du président de la Cour suprême. La ministre du Numérique et sa collègue de l'enseignement supérieur ont procédé au lancement officiel du réseau béninois d'éducation et de recherche. La faculté des sciences de la santé et l'école nationale d'économie appliquée et de management sont les premiers centres sur lesquels a été lancé le dit réseau. Regardez. Au-delà de l'accès Internet, le Herbert apporte des solutions de téléphonie donc, pour permettre à l'administration de passer des appels entre eux, entre les différents sites, sans coût supplémentaire. Désormais, une connexion fiable pour le partage et la diffusion du savoir. La décision est prise et les actes sont posés. De milliers d'étudiants béninois ont un accès facile à Internet, à la documentation, aux cours en ligne et au savoir en général grâce au réseau béninois d'éducation et de recherche Herbert mis en place par le gouvernement. Merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa vision de développeur, pour sa vision de faire du Bénin une grande nation. Nous n'allons jamais cesser de le dire, c'est une première. Le développement numérique a changé les approches dans tous les domaines du Bénin et aujourd'hui dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le projet dans son ensemble intègre près de 800 points d'accès, dont 45 disponibles sur ce site de la Faculté des sciences de la santé. L'infrastructure, qualifiée de dernière génération, va permettre aux universitaires d'accéder aux ressources pédagogiques de qualité avec une interconnexion au plan national et international. Le savoir se trouve aussi ailleurs. On peut aller chercher et compléter ce que nous avons ici. Et c'est tout l'intérêt d'avoir des dispositifs numériques qui permettent de faire cela, sans être limité à cause d'une vitesse de données, sans être limité parce qu'on n'a pas accès aux outils qui permettent donc de converser, d'interagir, d'utiliser des outils qui se trouveraient à distance.
Je pense qu'aujourd'hui, qui est quand même assez historique, c'est une première. Vous entendez très bien? Oui, madame la ministre. Tout ce que je voudrais et je souhaite de vous, c'est que lorsqu'on a les outils de travail, on travaille et on rend les résultats. Donc je voudrais vous souhaiter de bien travailler, d'utiliser à fond cette technologie pour rattraper s'il faut rattraper et dépasser même certains pays qui nous ont déjà dépassés en la matière. Depuis 2019, le Bénin est déjà membre du réseau d'éducation et de recherche de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Herbert, ce nouveau réseau béninois vise à moderniser l'environnement numérique universitaire avec la fourniture du très haut débit d'Internet. Les instituts d'enseignement supérieur ont une opportunité d'interconnexion et de renforcement de leurs capacités. Direction Porto Novo et Dangbo, où la ministre du Numérique a également procédé au lancement du réseau béninois d'éducation et de recherche sur 2 sites universitaires. Le point avec Rebecca Kendjaoundé et Julia Kweikou. Ce boîtier est appelé rack ou encore baie de brassage. Il représente un équipement de dernière génération déployé par le gouvernement. Ceci à travers le projet réseau béninois d'éducation et de recherche, Herbert, un outil technologique qui servira notamment aux sites universitaires et centres de recherche qui disposeront désormais d'une connexion fiable afin d'accéder à des ressources pédagogiques nationales, sous-régionales et internationales. Au niveau de l'établissement lui-même, il y a les bâtiments qui sont connectés pour faire fonctionner du Wi-Fi. Ce Wi-Fi à haut débit sera utilisé à la fois par les étudiants, par les enseignants et par l'administration. Nous avons un certain nombre de services sur ce réseau, comme ce qu'on appelle de la téléphonie sur IP, c'est-à-dire la téléphonie qui n'utilise pas les canaux traditionnels, mais qui est plus du genre, j'allais dire WhatsApp, sauf que c'est sur un groupe fermé, vous ne pouvez pas nécessairement sortir. Au total, 10 sites universitaires ont été retenus sur tout le territoire national, ainsi que les sites connectés par la fibre optique dans le cadre de cette première phase du réseau béninois d'éducation et de recherche. Parmi ces sites, l'École normale supérieure ENS de Porto Novo et l'Institut de mathématiques et de sciences physiques IMSP de Dangbo. L'événement de ce jour est vraiment a une signification particulière pour nous, en ce sens que l'IMSP aujourd'hui a vocation à impacter sérieusement le Bénin et la sous-région surtout, dans les domaines donc, de la technologie qui s'appuie sur l'informatique et les sciences mathématiques et physiques en général. Grâce au Herbert, le gouvernement veut permettre à plus de 90 000 étudiants béninois d'avoir accès à Internet, à la documentation, aux cours en ligne, au savoir en général. Ceci dans les mêmes conditions que leurs camarades des prestigieuses universités occidentales interconnectées. Le réseau que nous constituons au Bénin, que les 10 sites universitaires de la phase 1 constituent, sera connecté à un réseau régional qu'on appelle le WACREN, qui est le réseau ouest africain et central des universités et des centres de recherche. Et ce même réseau régional est aussi connecté au réseau international, qui connecte l'ensemble des réseaux sous-régionaux. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Cela veut dire que, à partir d'ici, vous pouvez accéder à des ressources pédagogiques d'universités qui se trouvent dans cette communauté, dans ce réseau, soit en Afrique de l'Ouest, soit en Afrique centrale, soit dans le monde au travers des autres réseaux régionaux qui sont interconnectés par le réseau géant, le réseau international. Le débit, donc 50 mégabits par seconde. Les points d'accès comme celui-là, vous en avez 22. Nous allons intégrer les points d'accès que vous avez déjà à ce réseau-là pour que cela puisse s'étendre. Le message de Madame la Ministre est simplement que
les étudiants, donc les futurs enseignants qui sont ici aujourd'hui, avec tout le personnel, puissent prendre soin du joyau qu'on leur livre aujourd'hui. Et que nous reviendrons encore dans quelques temps pour savoir quel usage vous en faites. Aurélie Adam Soulé-Zoumarou et sa délégation seront dans les 8 autres sites universitaires bénéficiaires dans les tout prochains jours afin d'y lancer officiellement le réseau béninois d'éducation et de recherche. Ce journal se poursuit le 21 août 1970. Le décret 70-217 consacrait la naissance de l'université du Dahomey, la toute première de notre pays. 50 ans après, les acteurs de cette université devenue Université d'Abomey-Calavi se sont retrouvés pour célébrer ce jubilé d'or. C'était ce jeudi sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi, Nicanor Kovi et Calvador Awan. L'université d'Abomey-Calavi a 50 ans. Un jubilé d'or que se propose de célébrer ses acteurs d'aujourd'hui en revisitant l'histoire. Dans le courant des grandes décisions prises à l'époque par la République du Dahomey, nous citons la pose de la première pierre le 6 novembre 1970 de l'université du Dahomey, devenue Université nationale du Bénin en 1975, puis Université d'Abomey-Calavi en 2001. Depuis sa création à aujourd'hui, notre université a franchi plusieurs étapes, de la mise à disposition de ressources humaines aux structures publiques, privées et internationales, à des innovations qui ont contribué au développement national, régional et international. De l'université du Dahomey à l'université d'Abomey-Calavi, un parcours du combattant pour ce haut lieu du savoir, dans lequel les défis du présent seraient en déphasage avec les réalités qui y ont cours, selon certains de ces acteurs. C'est le moment aussi de faire un bilan, se rendre compte de nos difficultés et se donner une feuille de route claire, notamment sur la question de la qualité de la formation et de l'adéquation avec l'emploi. À l'université d'Abomey-Calavi, le flux des étudiants contraste avec la renommée des chercheurs qui y agitent la matière et forgent l'esprit. Tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait, semble sans convaincre finalement l'autorité de tutelle. Nous savons, mesdames et messieurs, que pour produire ces changements positifs, il nous faut rentrer totalement dans le noyau du problème et situer les responsabilités. À l'occasion de cette célébration, je voudrais, de haut de cette tribune, nous appeler chacun, en ce qui le concerne, à jouer ce rôle. Chacun, en ce qui le concerne, à attraper les armes nécessaires pour produire ce changement. Pour ce qui nous concerne au niveau du gouvernement, les dispositions seront prises pour accompagner les universités, tant ces universités font de jour en jour des efforts et ces efforts se trouvent de plus en plus limités. Un cinquantenaire qui cache un autre anniversaire, celui du CERAF, Centre d'études et de recherche sur l'administration et les finances, qui s'est doté d'un bâtiment flambant neuf pour souffler cette 10e bougie. On applaudit. 50 ans et un jubilé d'or sous le signe des perspectives pour une université à l'image du système éducatif béninois, en proie à des mutations diverses, déterminant au quotidien ce qu'il est et ce qu'il devrait être. Sianson ONG, avec le soutien financier de l'USAID, accompagne le gouvernement béninois dans sa riposte contre le coronavirus dans le département de la Donga. L'ONG a offert des matériels de protection aux écoliers, élèves et acteurs de la santé. On fait le point. D'un coût global de 95 833 200 francs CFA, ces matériels de lutte contre la COVID-19 sont destinés aux collectivités locales, aux écoliers, élèves et agents de santé dans la Donga. Ces équipements sont constitués essentiellement de 330 dispositifs de lavage de mains, de 1650 litres de savon liquide, de 66 188 masques réutilisables,
590 boîtes de masques chirurgicaux, 590 boîtes de gants pour les relais communautaires, 281 mégaphones aux collectivités locales, 65 haut-parleurs, 346 clés USB utilisables sur les haut-parleurs et mégaphones, 41 thermomètres laser et accessoires pour les centres de santé. C'est le lieu de remercier une fois encore l'USAID pour ce clin d'œil combien important qui traduit la générosité du peuple américain. Le préfet de la Donga salue l'action de l'ONG Scienson et son partenaire américain, l'USAID, dans la riposte contre la propagation du coronavirus au Bénin. Je voudrais donc, au nom des populations de la Donga, remercier une fois encore l'USAID, non seulement pour le geste de ce jour, mais aussi pour la qualité du partenariat noué depuis quelques années. Ce don de matériel vient à point nommé afin de contribuer aux efforts du gouvernement dans la riposte et de protéger nos populations. Outre l'accompagnement de l'USAID dans l'acquisition de ces matériels de lutte contre la COVID-19, l'Agence américaine pour le développement international s'engage aussi aux côtés des communautés à la base à travers des séances de sensibilisation. En plus de dons matériels, l'USAID travaille en étroite collaboration avec les ministres de la Santé et de l'enseignement primaire et secondaire, les responsables départementaux et les partenaires locaux pour éduquer les populations sur le coronavirus et promouvoir l'utilisation continue des cache-nez, la distanciation sociale et le lavage des mains pour protéger plus de vies. Juste après la cérémonie officielle de remise de cet équipement, le directeur de l'USAID au Bénin s'est rendu au CG2 de Djougou. Ici, il s'est entretenu avec les élèves sur l'importance de toujours respecter les mesures barrières. La première édition du Salon international des transports et de la logistique s'est tenue à Commet en début de semaine. Thème retenu, transport et Covid-19. Quelle riposte pour quelle résilience? Gilles Dansouf et Michel Egbe pour les détails. Le commerce international a été confronté tout récemment à des mutations qui induisent des défis majeurs d'adaptation et de résilience du fait de la Covid-19. Le secteur du transport, pilier essentiel de développement, reste aujourd'hui affecté par cette pandémie. Du monde entier, les entreprises béninoises importent aussi bien des matériaux lourds, machines et équipements électriques et mécaniques, véhicules et pièces, que des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques et diverses marchandises. Au sein de la communauté des importateurs, la situation est beaucoup plus difficile pour ceux qui ne peuvent stocker en trop grande quantité et sur de longues périodes. C'est l'occasion de saluer le gouvernement béninois qui a courageusement et lucidement rejeté la solution du confinement généralisé comme moyen de combattre l'épidémie. La réponse de l'Afrique à la crise de Covid-19 devrait et pourrait être utilisée comme une occasion de renforcer la résilience aux futurs chocs économiques. Le gouvernement du Bénin fait d'énormes progrès en ce qui concerne la modernisation du réseau routier à travers la plateforme portuaire et aéroportuaire. Au regard de la détermination du gouvernement de faire du Bénin une plateforme logistique attractive, l'édition 2020 du Salon international des transports et de la logistique, le thème retenu revêt donc pour le Bénin en général et pour le secteur des transports en particulier un grand intérêt. C'est pourquoi je souhaite la contribution qualitative de tous les participants, et ce, pendant toute la durée du salon, à l'atteinte optimale de l'objectif général qui lui est fixé, à savoir faire approprier aux entreprises et industries de droit africain l'important outil de gestion qu'est la logistique, en vue d'établir un nouvel ordre commercial international. Le Bénin se trouve ainsi à l'avant-garde du développement de la logistique et cela passe par la formation des jeunes. Sport à présent, les Jeux olympiques de Tokyo, reprogrammés pour 2021, préoccupent déjà le Comité national olympique et sportif béninois. L'instance a alloué des fonds aux athlètes qui se préparent en vue de performer à ces JO. Herman Rodrigue-Amégan et Calvador Awano pour les détails. Le coronavirus a certes impacté le calendrier sportif international, mais il n'ébranle pas l'empire CNOSBN. Le Comité national olympique et sportif béninois pousse les athlètes les plus méritants vers Tokyo 2021. Ils sont au total 11 privilégiés
Nous nous sommes évertués à flairer les différents horizons de possibilités d'appui que nous pouvons avoir pour assister, pour soutenir nos athlètes en pointe, nos athlètes d'élite dans ce positionnement pour qu'ils ne se contentent pas du minimum. Parmi eux, des noms bien connus, Privel Henkati, qui va représenter pour la première fois le Bénin au JO en aviron. Bonjour, je m'appelle Privel Henkati, j'ai 31 ans, je suis chef de projet en informatique pour la ville de Caen, en Normandie. Et à côté de ça, je viens de me qualifier pour les Jeux Olympiques en aviron de Tokyo. La gazelle de Materi, Noélie Yarigo, la championne d'Afrique d'hétathlon, Odile Arwanwanou, et le jeune prometteur Roméo Ntia sont entre autres les privilégiés. Mais il y a aussi des miraculés qui se greffent à cette liste de conviés aux Fonds olympiques. La rouleuse Raouda Demba Diallo, victime en 2018 d'un accident en pleine séance d'entraînement. Le comité olympique s'est intéressé à ce cas particulier et a décidé d'aller en appui au papa pour tout ce qu'il avait investi au moment des soins qui avaient été prodigués à cette fille-là. Et la badiste Pascaline Vitou, qui s'est, elle, brisé le genou aux Jeux africains de Rabat 2019. Lorsque nos athlètes font des prouesses et nous ramènent des médailles, mais nous ne sommes pas encore conscients que dans cette requête, il est possible également que nous retrouvions le revers de la médaille, c'est-à-dire que nous brisions la vie de nos athlètes. À travers ces fonds distribués, c'est un coup de pouce aux athlètes qui reprennent du poil de la bête dans leur course pour Tokyo, dont le compte à rebours continue de tourner. Et puis, plus d'1 million de décès liés au coronavirus ont été recensés dans le monde depuis sa détection en Chine en décembre 2019. Et la zone de libre-échange continentale africaine, dont l'objectif est de rassembler plus de 50 pays dans un immense marché commun qui devrait être mis en place dès le 1er janvier 2021, a visiblement encore beaucoup de chemin à faire. Le point de l'actualité internationale avec Marcel Arrossi. Censé devenir l'espace commercial le plus peuplé du monde à compter de janvier, la zone de libre-échange continentale africaine, ZLEC, serait une réalité encore lointaine. So the idea of the Continental Free Trade Area is really to build these value chains so that the market... Actuellement, seulement 16% des échanges commerciaux du continent se font entre pays africains. L'ambition de la ZLEC est de faire passer ces échanges à 60% d'ici 2034 entre les 55 pays membres de l'Union africaine qui représentent plus d'1 milliard de personnes. Le lancement des échanges commerciaux dans ce cadre, retardé en raison de la Covid-19 et d'après négociations entre les pays signataires sur la suppression des droits de douane, est pourtant prévu en janvier. Oh, 140-25. J'aime bien celle-là. Mais où mettre le sapin de Noël? Dans la maison de Brigitte Thomas, les jeux de société ont tout envahi. Du sol au plafond, des jeux que cette auto-entrepreneuse rénove méticuleusement avant de les revendre. Depuis bientôt 4 ans, elle vend sur son site web à prix réduit des jeux de société retapés qui lui ont été donnés ou achetés, parfois incomplets et souvent abîmés. 4 gares, 3 titres de propriété rouge, 3 jaunes, 16 cartes de chance. Sur sa table, Brigitte Thomas compte tous les éléments du Monopoly, vérifie les faux billets de banque en francs. À côté, les pions trempent dans une petite bassine. S'il en manque, elle ira en chercher dans sa réserve de pions aux formes, couleurs et époques multiples. Seules les chambres, la salle de bain et les toilettes sont épargnées de l'invasion des jeux en attente d'une seconde vie. Je pense que j'ai plus de souhaits que de capacité de travail, donc ça s'accumule un petit peu. Voilà. Mais il y en a partout. J'ai fait quelque chose à partir de quelque chose que j'aime beaucoup, c'est de réparer. Remettre les choses en état. J'ai beaucoup travaillé dans des quartiers où il suffisait de remettre les groupes des fois en état, de remettre les personnes aussi sur pied.
Et là, j'avais plus accès à ça, donc j'ai remis des jeux sur pied, sachant que le jeu est un vecteur de toute façon de sociabilité. Donc je fais encore mon travail, mais disons moins sur la personne, plus sur le support. Ils sont encore sous le choc. 6 mois après la flambée du coronavirus à Mulhouse, un des principaux foyers épidémiques au printemps, la cité haut-rhinoise est toujours hantée par ces semaines terribles au cours desquelles beaucoup sont tombés malades et ont perdu des proches. Le vrai choc, ça a été quand on a découvert qu'un certain nombre de médecins commençaient à mourir. Ça a été le cas de notre collègue gynécologue Jean-Marie Beuglet, quand on a appris sa mort. Ça a été un choc. Je veux dire qu'il y a eu un avant, il y a eu un après, quoi. Avant, on était encore un peu en rébellion, machin, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Et après, on a été réellement, je pense, triste et en colère. Vraiment triste et en colère d'avoir été mal informé, d'avoir été mal préparé. Ça a été ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on était passé de la grippette à la maladie mortelle, quoi. Et là, ça a été vraiment une prise de conscience qui a été terrible. Aujourd'hui, les chiffres de contamination à Mulhouse ne sont pas alarmants, mais face à la deuxième vague du virus qui touche la France, le docteur Vogt reste lucide. On ne va pas l'arrêter, ce n'est pas possible. Ceux qui ont ça en tête se trompent profondément. Pour lui, il n'y a que 2 choses pour l'arrêter. Lorsque tout le monde aura été contaminé ou lorsque tout le monde aura été vacciné. Voilà, ainsi prend fin cette session de l'information. Merci de votre attention. On se dit à demain. Au revoir.